bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous parlerons énergie solaire avec un nouveau parc de panneaux solaires qui vient d'être installé sur le toit du Monte Carlo Bay. Musique avec le festival Printemps des Arts. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo à l'Auditorium Régnier 3. Et puis nous retrouverons notre invité de la semaine qui est aujourd'hui Xavier Chevrin, président de Venturi North America. Mais avant de développer ces titres, retour sur la visite du Premier ministre de la République d'Albanie en Principauté. Edi Rama a été reçu au Palais Princier aujourd'hui par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II pour une rencontre bilatérale réunissant également délégations monégasques et albanaises. Cette visite du Premier ministre fait suite à celle effectuée en Albanie par le prince souverain en octobre 2018. L'énergie solaire est une énergie renouvelable particulièrement précieuse en Principauté où le taux d'ensoleillement est très important. Un nouveau parc de panneaux solaires vient d'être installé sur le toit du Monte Carlo Bay où s'est déroulée une inauguration vertigineuse. Le reportage de Patricia Navarro. Un toit futuriste, 1000 mètres carrés dans les airs avec la mer pour seul horizon, cette installation est la première du genre par son ampleur. Le Monte Carlo Bay vient de se doter d'un immense parc de panneaux solaires, s'inscrivant ainsi dans la politique mise en œuvre par le gouvernement princier en faveur du développement des énergies durables. 1000 mètres, c'est la plus grande toiture couverte en Principauté de Monaco à ce jour. Et nous encourageons vivement les syndics, les immeubles, les hôtels à recouvrir leur toit de panneaux photovoltaïques. Je rappelle que Monaco développe de plus en plus ses énergies renouvelables. Bon, alors la reine des énergies renouvelables, bien sûr, ce sont les pompes à chaleur, puisque Monaco a plus de 80 pompes à chaleur sur son territoire. Mais on essaye quand même de développer le photovoltaïque, sachant que les énergies renouvelables représentent à peu près aujourd'hui un peu plus de 24% de toute l'énergie consommée en Principauté de Monaco. C'est la SMEG qui va se charger de l'exploitation de ces panneaux solaires, ce qui va permettre de garantir une production optimale pour les 15 prochaines années. Alors pour vous donner quelques chiffres, la production équivalente c'est 160 MWh. Alors c'est des chiffres, ça ne parle pas trop. Pour essayer de les illustrer, 160 MWh, c'est la consommation de l'équivalent de plus de 30 foyers, en fait, annuel de plus de 30 foyers. Donc ça c'est l'équivalent de ce qui sera produit sur cette toiture photovoltaïque. Avec cette vaste installation, le Monte Carlo Bay confirme un peu plus son ambition environnementale, lui qui a obtenu en 2017 le trophée I+, énergie positive. Les travaux ont été réalisés en un temps record de 4 mois. Le Monte Carlo Bay est un hôtel de challenge. Toutes les équipes fonctionnent comme ça et c'est un devoir citoyen, si pour m'exprimer, d'aller vers sa transition énergétique. Donc l'opportunité s'est faite avec Thomas Battaglione, la SMEG, avec qui on travaille. On est vraiment dans un partenariat, il y a vraiment un développement. On se pose toujours les questions comment mieux faire, à moindre coût. Respecter aussi les générations futures, parce qu'on va léguer quelque chose pour le futur. Et la prouesse de cette installation, c'est qu'on a gardé l'activité de l'hôtel. On n'a pas eu de contraintes vis-à-vis de nos clients, peut-être un ou deux clients si vous voulez, mais la contrainte n'a pas été là. Ça a été réalisé d'une manière prodigieuse. L'insertion dans l'univers actuel, parce que comme j'avais dit à Thomas, M. Battaglione, il ne faut pas qu'on gêne aussi l'environnement, parce qu'on ne veut pas mettre aussi des contraintes visuelles, si vous voulez. Donc ça a été respecté. Et on est vraiment dans cette transition énergétique et c'est de l'ADN du B. Et il est important de rappeler que pour soutenir cet élan en principauté en faveur des énergies durables, le gouvernement propose des mesures financières incitatives et que la mission pour la transition énergétique a quant à elle fait réaliser un cadastre solaire consultable en ligne pour permettre de déterminer le potentiel solaire de chaque toiture monégasque et identifier la surface exploitable pour l'installation de panneaux solaires ainsi que la production annuelle envisageable. Le reste de l'actualité en bref et en images vous est développé par la rédaction de Monaco Info. Michel Mauduit-Palanca a été nommé chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, une distinction remise par l'ambassadrice de France en présence du prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté. Cette décoration vient saluer son travail accompli depuis 2018 à la présidence de la Fédération des groupements français de Monaco.
Dans la même soirée, la Confédération mondiale des activités subaquatiques fêtait ses 60 ans au musée océanographique. Un anniversaire célébré en présence du prince souverain. Rappelons que la CMAS a été créée en 1959 par le commandant Cousteau. Elle regroupe des fédérations sportives de disciplines subaquatiques à travers le monde. Brahms à l'honneur lors du festival Printemps des Arts. Dimanche dernier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété la 3e symphonie et le concerto pour violon et violoncelle du compositeur allemand sous la direction de Kazuki Yamada. José Sacré vous en dit plus. Die spät ich an, es gehe, Dankopfer schenkt dir dafür. Du starker Schlangentreter! Dimanche 7 avril, à l'Auditorium Régnier 3, après la désormais traditionnelle petite pièce de Maurizio Kagel, un récitative arie pour claveciniste chantant, interprété par Matthias Götting, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dans le cadre du Printemps des Arts, a interprété 2 œuvres de Johannes Brahms, le concerto pour violon et violoncelle, opus 102, et la symphonie numéro 3, opus 90, sous la direction de Kazuki Yamada. Brahms is a très romantic composer. Brahms est le compositeur romantique parfait. Now I'm 40 years old, but when I was young, Quand j'étais jeune, j'étais intimidé par la musique de Brahms. I was too young. Je pense que j'étais trop jeune émotionnellement. Je pense que je n'avais pas assez de vécu. Not enough for making the Brahms music. Always not enough. But maybe. Mais peut-être que maintenant, j'ai 40 ans, je peux jouer Brahms. I can do Brahms by my way. Mais à ma façon. That's why that we are doing the Brahms symphony. On a déjà fait la 2e symphonie avec l'orchestre, maintenant la 3e, donc on va voir ce que cela va donner. For this concert. Je suis très content pour ce concert. Le concerto pour violon et violoncelle opus 102 de Brahms avait pour soliste Jean-Guillaume Queyras, violoncelle, et Deshin Kashimoto, violon. Both are fantastic soloists. Les deux sont de fantastiques solistes, les meilleurs du monde. Jean-Guillaume Queyras est le top des violoncellistes et Deshin Kashimoto est un ami très proche. Il est premier violon super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui est aussi l'un des meilleurs orchestres qui soit. Ce soir, la rencontre de ces deux talents est fantastique. So it's fantastic sound. Vous le savez, régulièrement sur Monaco Info, nous recevons des invités pour parler plus longuement de leur actualité. Notre invité du jour est Xavier Chevrin. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors votre visage est peut-être familier pour ceux qui suivent l'émission de Venturi. On va faire un bond en arrière si vous le voulez bien. On est en 2010. Vous débutez votre aventure avec la firme Monégasque à bord d'un Citroën Berlingo électrique. Votre défi de rallier Shanghai à Paris, un défi que vous avez réalisé haut la main en 2 mois et demi. Quel souvenir gardez-vous de cette première collaboration avec Venturi? Des souvenirs merveilleux. Ça a été à la fois une aventure technologique de la part de Venturi bien sûr, et puis personnellement c'était une aventure humaine. C'était un petit peu l'idée qu'on avait avec Gildo Passapalanca d'allier en fait
C'est une expédition qui permettrait de retrouver à la fois un côté technologique et un côté aventure humaine. Et sur ce côté-là, ça a été un succès à tous les niveaux. Et 3 ans plus tard, c'est sur un autre continent, en Afrique, qu'on vous retrouve pour prouver une nouvelle fois la fiabilité de la propulsion électrique avec Mission Africa. C'était 2 missions totalement différentes. Oui, 2 missions totalement différentes à bien des égards. La première, on a pu réaliser en fait le record de distance en autonomie complète pour un véhicule électrique. Et là, ça a été une première directement. C'était la première fois qu'on a envoyé un véhicule électrique en Afrique. Et là, on a prouvé que sur un continent sur lequel on a du mal à trouver de l'électricité, on arrive quand même à couvrir de longues distances puisqu'on a fait donc plus de 6000 km dans ces conditions. Et sur un terrain assez... voilà, c'était pas du bitume, on va dire. Non, non, effectivement, on a eu pas mal de terrains, de sentiers et de pistes. C'était un petit peu le but du jeu aussi, d'arriver à éprouver la technologie électrique, à la fois sur des terrains un peu connus et puis des terrains qui étaient complètement nouveaux pour ce type de véhicule. Vous voilà embarqué dans une nouvelle mission avec Venturi. Un premier test a été réalisé à Oron, puis au Canada dans des conditions extrêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette mission Back to Telegraph Creek? Alors Back to Telegraph Creek a été une mission qui rentre en fait dans l'idée comment ça s'appelle, on va dire, de la validation des tests qu'on doit faire avant de l'envoyer sur l'Antarctique. Et là, c'est un test grandeur nature. On a recherché la difficulté à la fois du terrain et la difficulté surtout au niveau climatique, puisque c'est la première fois qu'on va en fait utiliser un véhicule électrique dans des conditions extrêmes au niveau de la température. On descend, c'est un véhicule qui est censé résister à moins 50 degrés. Et c'est la première fois qu'on peut avoir un véhicule qui réalise de telles performances. Et c'est une mission que vous avez pu réaliser aux côtés du Prince Souverain. Ça a été une grande chance. Oui, une grande expérience avec le Prince Souverain qui était déjà dans les autres expéditions. Mais là, pour le coup, il est venu personnellement. C'est un projet qui lui tient à cœur parce que c'est en quelque sorte lui qui l'avait initié avec Gildo Pastor il y a quelques années. Et donc il tenait absolument à venir là pour faire la validation de ce test. Et donc j'ai eu le plaisir, la chance, l'opportunité de pouvoir piloter cet engin avec le Prince et qui a été ravi bien sûr de ce test. Vous le dites, c'est un test parce que le but évidemment c'est de voir ce véhicule évoluer lors d'une expédition en Antarctique. Tout à fait, ça c'est encore une validation encore supplémentaire. On a voulu faire ça dans des conditions extrêmes un peu similaires à celles qu'on allait rencontrer dans l'Antarctique. C'est pour ça qu'on a fait en hiver d'ailleurs, on l'a fait en février et en mars au Canada. Et donc jusqu'à présent, pas de problème, on a validé tout ce qu'il y avait à valider au niveau technique. Le véhicule s'est comporté extrêmement bien et donc on a de grands espoirs donc, de pouvoir envoyer cet engin à la fin de l'année vraisemblablement. Et encore une fois, Venturi repousse les limites du véhicule électrique. Tout à fait, c'est la première fois qu'on a un véhicule de ce type, un véhicule 100% électrique qu'on va pouvoir envoyer en Antarctique. Il est attendu là-bas par les scientifiques. Vous savez que c'est un continent qui est censé être préservé un petit peu de toute pollution, de toute dégradation, on va dire, actuelle. Et donc c'est un véhicule qui va pouvoir aider les scientifiques sur place pour des missions qui vont être à 100% pour le coup environnementales. Alors vos missions ont aussi évolué au sein de Venturi, de simples aventuriers modernes. Vous êtes maintenant président de Venturi North America. Comment vous avez accueilli cette belle mission? J'ai été flatté d'abord, forcément j'étais honoré de la confiance que m'a donné Gildo, qui est bien sûr au fil des ans est devenu un ami. Évidemment, au terme de toutes ces épreuves, il fallait quand même qu'il y ait un rapprochement et il a traduit par cette place qu'il m'a offerte donc à Columbus dans l'Ohio, où nous avons donc développé la branche de Venturi, qui s'appelle donc Venturi North America. Et c'est une branche en fait qui est dédiée plus à un côté technologique par rapport aux records de vitesse en particulier, qui sont développés par Venturi et qui sont conjointement faits avec l'université de l'Ohio sur place. Est-ce que justement vous avez une dernière actualité à nous dire concernant ces records de vitesse? Je crois qu'ils se déroulent sur le lac Salé, c'est ça? Alors effectivement, allez soyons fous, je vais vous dire un truc. Alors effectivement, on est en train de travailler actuellement sur un projet de moto électrique. On a déjà présenté la Wattman, la Vauxhall Wattman en 2014 lors du salon de la moto. Et là actuellement on est en train de développer donc la Wattman version record avec à la clé donc le record de vitesse
pour cette moto, pour une moto électrique, donc, qui est prévue l'année prochaine, vraisemblablement. Mais merci beaucoup pour cette exclusivité, Xavier Chevrin. Avec plaisir. À très vite, j'espère, sur Monaco Info pour encore plus de missions à suivre avec Venturi. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à vous. Merci. Semaine maussade du point de vue de la météo, alternance de pluie, orage et percée timide du soleil par moment jusqu'à la fin de semaine. Les températures seront fraîches pour la saison. Le mercure affichera 8 degrés pour les minimales et 14 degrés pour les maximales. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez le magazine Regard Extérieur, dont l'invité aujourd'hui est le musicien Jean-Félix Lalanne. À très bientôt sur Monaco Info.